Merci de nous rejoindre. Bienvenue dans Enquête de région Bretagne. Ce mois-ci, on va s'intéresser à l'avenir de nos petites communes. À l'heure où les villes ou les métropoles s'étendent, à l'heure où la fracture territoriale est de plus en plus forte, comment rester attractif, comment préserver son identité? Mon village, ma bataille, c'est le titre de notre émission. Voici tout de suite le sommaire. Ce mois-ci, dans Enquête de région, nous recevons Jérémy Dauphin, le maire de Languédia. Cette petite commune des Côtes-d'Armor de 500 habitants est la preuve qu'il existe une vie loin des métropoles. Justement, comment préserver la solidarité et du lien entre les habitants en zone rurale? Nous irons à Rochefort-en-Terre, au Café de la Pente. Depuis 14 ans, ce bistrot est un lieu de vie, le rendez-vous de toute la commune. Nos villages qui aujourd'hui doivent aussi se battre pour préserver leur environnement. L'urbanisation gagne du terrain et les terres agricoles sont même aujourd'hui la cible des spéculateurs. L'association Terre de Liens aide à lutter contre la pression immobilière. Nous évoquerons aussi l'identité de nos territoires à l'heure où l'on parle de fusion ou de regroupement de communes. Mariage de raison ou mariage forcé, nous verrons qu'il ne convainc pas toujours la population. Illustration dans les Côtes-d'Armor. Enfin, dans C'était il y a, nous remonterons en 1990, année de quasi-guerre civile à Trébeurdin. À cette époque, la petite station balnéaire s'entre-déchirait sur un projet de port de plaisance. Merci Jérémy Dauphin d'avoir accepté notre invitation. Merci On vous a invité parce que vous symbolisez un peu cette nouvelle génération de maires pour qui le fatalisme n'est pas au rendez-vous, n'est pas au programme. Oui, on peut vivre loin des métropoles. Oui, les petites communes sont dynamiques, sont intéressantes pour leurs habitants. Vous partagez ce constat? Exactement. Alors, c'est votre minute pub. Vous allez nous vendre un peu Languédia, niché dans les Côtes-d'Armor. Pourquoi il faudrait faire un détour dans votre commune? Alors, Languédia, donc une petite commune effectivement présent à côté de Dinan, dans un triangle assez intéressant entre Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo, Rennes. Donc déjà, un cadre de vie très sympathique. On est sur une commune rurale de 500 habitants avec un paysage préservé, un paysage bocager préservé et un paysage assez atypique. On est dans le pays des carrières et on a cette trace historique dans le paysage de cette activité-là, avec une multitude de carrières aujourd'hui plus ou moins à l'abandon, mais qui montre un petit peu la qualité de ce paysage. Donc un paysage préservé, un paysage atypique. On a 17 km de chemin de randonnée qu'on a remis au goût du jour. Et puis aussi par le dynamisme et les projets qu'on porte depuis un certain nombre d'années sur Languédia. On est passé au zéro phyto, on a créé un espace intergénérationnel avec le petit jardin des écoliers de Languédia qui aujourd'hui est assez connu sur le secteur. On pourra y revenir pendant l'émission. On a une AMAP, on a aussi accompagné une AMAP, on a développé les circuits courts sur notre commune et dans notre cantine. On a tissé des liens avec la population et les populations environnantes à travers des manifestations qu'on a mis en place comme le marché de Noël, la fête de la musique et plein d'inaugurations. On va parler de tout ça. Qu'on peut mettre en place. Non, je t'ai plus. Vous n'avez pas d'office de tourisme? On n'a pas d'office de tourisme, c'est le maire qui se charge de ce genre de travail. En guise de mise en bouche, pour évoquer le thème de l'émission, je voudrais vous proposer de revoir en fait la bande-annonce d'un film qui était à l'affiche en début d'année. Il s'agit de Normandie nue. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, avec dans le rôle principal François Cluzet, qui incarne le maire qui ne veut pas laisser mourir sa commune. On regarde un extrait et je vous fais réagir après. Très bien. On est déjà à poil, on va pas se déshabiller en plus. On verse du lait sur l'autoroute? Non, mais ce qu'il faut, c'est, je sais pas, proposer quelque chose de différent, frapper les esprits, quoi. On se pend alors. On va se mettre tout nu sur un champ. Tout le village, tout nu. Tu vas la montrer, ta caquette? Écoute, Maurice, on est en guerre. J'ai pas envie, je te dis. Et j'ai rien à cacher, hein. Monsieur Balbuzard, on vous a pas élu pour déshabiller le village. Et vous, Gisèle, vous allez venir poser avec nous, hein, belle comme vous êtes. On va déshabiller nos femmes maintenant. Vous en êtes où avec les modèles? Ah, il y a encore des petites résistances. Bonjour. Je suis très contente de faire une photo ici. Oh my God! Vous l'avez laissé tomber, Balbuzard, voilà. On s'est pas rendu compte, c'est tout. J'ai rien à cacher, moi. Voilà, Normandie nue avec François Cluzet. C'est du cinéma, mais quelquefois la fiction rejoint la réalité. Complètement. C'est pas une caricature, ça existe cette mobilisation. Cette mobilisation, elle existe. On l'a connue, nous, à Languédia, à un moment donné, sur un projet. On y reviendra tout à l'heure. Mais la mobilisation, elle existe. On est dans des territoires, effectivement, où, globalement, le poids du service public a tendance à baisser. Donc, il faut, tous les jours,
se battre, entre guillemets, pour préserver un peu de qualité de service, innover et rendre attractif le territoire. Chez nous, en Bretagne, est-ce qu'il y a une prise de conscience on ne va pas tomber dans la nostalgie facile, mais voilà qu'une part de notre région, une part de notre histoire est en train de partir avec cette uniformisation un peu des centres-villes, des centres-bourgs, avec cet agrandissement des villes, des métropoles. Oui et non. Je pense qu'il y a toujours de la mobilisation et c'est important et il y a une prise de conscience chez certaines personnes de lutter et de mettre en avant notre patrimoine. Je dis souvent que les villages, c'est le patrimoine de la France. Et effectivement, on doit lutter pour les préserver et les mettre en avant. Et puis non, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne sortent plus. Aujourd'hui, c'est difficile de mobiliser la population et les gens et les faire sortir de chez eux et leur faire prendre conscience que des fois, on vit dans un petit joyau et qu'il faut le préserver et le mettre en avant. Donc, baisse de la qualité de service public et des gens qui peut-être se préoccupent pas assez de ce qui se passe dans leur village ou dans la périphérie. Alors, on a posé une question toute simple à nos internautes. Vivre aujourd'hui dans une petite commune, c'est une chance ou un handicap? Regardez les quelques réponses, à condenser des réponses que nous avons reçues sur notre site internet. Sylvie de Saint-Gondran, oui, c'est une chance pour la tranquillité. Un handicap pour la dépendance à la voiture. Une chance car nous ne sommes pas des numéros, dit Marie. Là, elle parle du sentiment du vivre ensemble. Moins de monde, moins de stress et la proximité avec la nature, reconnaît Christian. Et puis un handicap par rapport au manque de médecins et le peu d'activités de loisirs en journée. Il y a un chiffre aussi intéressant qu'on va voir. Aujourd'hui, 40% de la population bretonne vit dans une commune rurale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un regain démographique dans ces zones rurales? J'ai l'impression qu'il y a un commencement d'exode, on va dire rural, mais à l'envers, non? Oui, nous par exemple... Ça ne fait plus peur d'habiter dans une petite commune. Exactement, ça ne fait plus peur d'habiter dans une petite commune parce que là aussi, il y a quand même toujours un minimum de services et des élus, le monde associatif qui se battent pour que le vivre ensemble se caractérise aussi dans nos communes. Sur Dinan Agglomération, par exemple, quasiment toutes les communes augmentent en termes d'effectifs, en termes de population. Et sur cette agglomération-là, on est 64 communes, en majorité, en très grande majorité rurale, moins de 1000 habitants. Et tout augmente. Alors on est sur un secteur aussi peut-être différent du centre-Bretagne, mais les gens reviennent à la campagne sur nos communes. Ce n'est pas des gros mouvements de population, mais les gens reviennent. Dernière question plus personnelle avant de regarder le premier reportage. Ça fait 4 ans que vous êtes maire, vous êtes ingénieur agricole, vous dirigez une coopérative. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir comme ça dans le destin de votre commune? D'abord, mon envie d'agir et je suis quelqu'un qui s'investit tout le temps dans ce qu'il fait, dans mon projet professionnel, dans mes passions. Et là, quand je suis arrivé dans cette commune, je peux pratiquement dire que je suis tombé amoureux de cette commune parce qu'elle a des ressources et elle a un vrai passé historique, une histoire. Et j'avais envie d'apporter une petite pierre à l'édifice avec un collectif. Languédia, on l'a porté avec le groupe d'élus aujourd'hui et j'avais envie de vivre cette aventure humaine avec les potentialités que la commune pouvait nous apporter. Allez, on va prendre la direction du Morbihan. Nous nous sommes rendus à Rochefort-en-Terre, niché près du Pays de la Gacilly, charmante commune comme il en existe beaucoup en Bretagne. Il y a ici une particularité, un bistrot est devenu une véritable institution depuis 14 ans. Le Café de la Pente, c'est son nom, est le lieu de rendez-vous de toute la commune. Toute l'année, des animations y sont proposées. Été comme hiver, il maintient du lien social. Bref, ce bistrot est devenu le cœur, le poumon de Rochefort-en-Terre. Regardez. Pendant les fêtes de fin d'année, comme pendant l'été, la petite commune de Rochefort-en-Terre est prise d'assaut par les touristes. Près d'1 million de personnes est venu se promener dans ces ruelles l'année dernière. Mais au cœur de l'hiver, la petite cité commerçante montre un tout autre visage. Les visiteurs partis, les boutiques ont baissé leurs rideaux et le village préféré des Français est entré en hibernation. Pour croiser des habitants en cette période, il faut descendre dans le bas du village. C'est là que le Café de la Pente résiste à la torpeur hivernale. Voilà 14 ans que ce bistrot permet aux habitants du coin de se retrouver et de passer du temps ensemble. Des animations y sont proposées presque tous les week-ends de l'année, concerts, théâtres, conférences, soupes comptées ou encore tournois de belote coinchée comme ce soir. Waouh, la classe! La classe, c'est pitoyable. Quand on a acheté notre terrain pour construire notre maison, on s'est dit on n'est pas loin d'un lieu justement où il y a un peu de culture et un peu de... C'était important pour nous. Moi, je me ressource. Tu vois, je travaille dans une ferme, je suis dans des travaux et après quand je viens ici passer une soirée, le lendemain je retourne dans mes champs et du coup je me suis nourrie.
Animer le village en proposant des événements variés pour attirer des publics différents est une des raisons d'être du lieu. C'est aussi ce qui fait son succès. On est un comité de programmation, on se réunit, on a tous des goûts très différents et donc on reçoit beaucoup de propositions de groupes qui envoient des CD, qui envoient des liens internet, on écoute et puis on en discute tous ensemble. Mais le but étant d'être le plus large possible. À l'origine du Café de la Pente, il y a un groupe d'amis qui, en 2003, décide de se mobiliser pour garder ouvert toute l'année le seul bistrot du village. L'idée fait mouche et très vite, ce sont 200 personnes qui décident de donner du temps ou de l'argent pour permettre au projet d'exister. Les adhérents et bénévoles de l'association Le Pot Commun sont depuis les gérants du lieu. On voulait aussi faire la synthèse de la réunion qu'on a fait la semaine dernière sur le concert de soutien, à travers Champ ensuite. Caler une date pour l'AG. Ici, la présidence est collégiale. Les décisions et les responsabilités sont prises et assumées collectivement et tout est conduit par des bénévoles. Aussi, c'était les 14 ans de la Pente début avril et quand on a discuté, on s'était dit pourquoi pas faire les deux choses en même temps. En fait, tout est question de communication. Après, non mais Pépino, je trouve intéressant le pourquoi. Non mais justement, moi je suis d'accord. Un soutien, quand tu demandes un soutien aux gens, c'est que tu es dans une situation. On a toujours tenu à ce que le bar soit tenu par des bénévoles parce que c'est un formidable élément d'intégration. C'est-à-dire que même si on est un peu timide, le fait d'être derrière le bar avec des gens qui vont lui dire non, le jus de fruits il est là et tout le monde est passé derrière le bar. Et du coup, il y a des gens, on a l'impression que ça fait des années qu'ils vivent ici. En fait, ça fait quelques mois, mais le fait de faire le bar, ça a créé des contacts. Fort du succès populaire du Café de la Pente, les membres du Pot Commun ont décidé d'aller plus loin. En 2007, ils se lancent dans la création d'un service d'épicerie associative autogérée. Une façon de pallier au manque de commerce de proximité dans le village, mais aussi de participer au développement des produits locaux, biologiques et équitables. Un système qui a aussi un intérêt économique évident pour les adhérents. On a un fonctionnement un peu particulier puisqu'il n'y a pas de marge sur les produits. Les gens participent aux frais en cotisant mensuellement. C'est-à-dire qu'il y a le produit qui est vendu sans marge et les charges sont payées par des cotisations. Et les gens déterminent leurs cotisations. Des produits à prix coûtant et accessibles 24 heures sur 24. Car au gaz, il n'y a pas de salariés. L'épicerie est gérée par les adhérents bénévoles et fonctionne sur la confiance. Chacun vient donc faire ses achats quand il le souhaite. Et bibule, je clique et voilà. Quantité 1, je peux changer la quantité si je veux. On est en autonomie, on vient faire nos courses dans un lieu qui vit, voilà, où il y a du passage, il y a du monde. Donc au niveau de la dynamique sociale du lieu, ça tourne. 70 foyers sont aujourd'hui engagés dans le gaz de Rochefort-en-Terre. Le concept a même fait des petits en Bretagne à travers toute la France. Pour la municipalité, les activités du Café de la Pente sont une bonne chose pour la commune. On est une commune touristique, on est une commune commerçante avec des commerces qui sont plus destinés à un tourisme qu'à la vie courante ou à la vie de tous les jours, puisqu'il n'y a plus d'épicerie. Le café de la Pente correspond à une autre demande de la clientèle, plus axée sur l'habitant, sur la proximité, et non pas sur l'extérieur. La dynamique de l'association Le Pot Commun ne s'est pas tarie avec les années. De nouveaux bénévoles sont arrivés et d'autres associations se sont installées dans les locaux, chacune créant un emploi. C'est le cas des associations Souliers, Buck Cola ou encore Ingalan, qui œuvrent pour le développement du commerce équitable. Le Pot Commun a joué un rôle de lien social entre différentes dynamiques de pays. On va aller de Malétroit à Paillac, Estambert, à la Vraie-Croix, c'est assez large, mais ça reste quand même local. Là, il y a une vraie synergie alternative de création d'économie, de création culturelle, de vivre ensemble. La dernière association soutenue par le Pot Commun est le laboratoire d'expériences culturelles. Elle a pour but de mettre en valeur l'artisanat local et de créer des événements. Des ateliers pour les enfants et les personnes âgées sont aussi au programme. Toutes ces initiatives participent à faire vivre ce territoire rural tout au long de l'année.
Voilà, retour sur le plateau d'Enquête de région avec Jérémy Dauphin, le maire de Languédia, qui est notre invité ce mois-ci. Est-ce que vous avez ce type de lieu un peu symbolique là, qui rassemble un peu tout le monde à Languédia? Pas encore. Non, pas encore. C'est une idée? Ça vous donne des idées? Ça donne des idées forcément, parce que c'est un projet exemplaire qui a une notoriété aujourd'hui régionale. Donc ça donne forcément des idées et peut-être qu'un jour, on aura la chance de s'orienter vers un projet de ce type-là. Alors, on sait que dans beaucoup de petites communes, il n'y a plus de trésorerie, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus de postes, il y a de moins en moins de médecins. Bref, service public rétréci. Vous allez trouver peut-être ma question un peu bizarre, mais est-ce que ce n'est pas une chance finalement pour une commune? Ça oblige les gens à se rencontrer, à se débrouiller. Ça oblige les gens à réfléchir aussi pour porter des projets un peu innovants et essayer d'attirer les gens et les faire sortir. Nous, à Languédia, c'est ce qui nous a poussé à un moment donné à encourager certaines initiatives du monde associatif et à porter des projets aussi nouveaux pour la commune, parce que c'est aussi notre rôle d'élu. Alors, il y a un contexte budgétaire qui est compliqué aussi, beaucoup moins de ressources pour les communes. Racontez-moi un peu l'expérience du terrain de foot. Là, vous avez complètement transformé grâce à l'huile de coude et voilà, une mobilisation des habitants, tout simplement. Des habitants, des élus, des agents. On a essayé de mettre tout le monde autour de ce projet-là. Ce projet, en fait, il émane d'un diagnostic de départ. C'est qu'à Languédia, il n'y avait pas une seule aire de jeu pour les enfants. Et déjà, pour faire sortir les parents, il faut faire sortir les enfants. Et on avait un terrain de foot qui était à l'abandon depuis 30 ans, face à l'école. Donc on a d'abord considérer cette opportunité-là en faisant l'entrée principale de l'école par le terrain de foot. Et ensuite, on a aménagé ce terrain de foot en plusieurs espaces. Le petit jardin des écoliers de Languédia, où on va apprendre à jardiner au naturel, à marcoter, à bouturer. Et sur cet espace-là, on a installé une serre pédagogique. C'est notre 4e salle de classe, où les enfants de l'école, mais aussi d'ailleurs, viennent se former à ces techniques-là. On a une aire de jeu pour les petits, un city-stade, une aire de pique-nique, un terrain de foot dans la largeur. Et tout ça, c'est arboré avec 500 à 1000 arbres, arbustes, un hôtel à insectes, un refuge à papillons, une ruche pédagogique. De vrais lieux de rencontre. Un lieu de rencontre intergénérationnel, avec cette idée de croiser les générations sur ce lieu, puisque les anciens venaient jouer aux boules à côté du terrain de foot. Et aujourd'hui, les jeunes viennent y jouer tout simplement. Et avec cette idée de partage. C'est-à-dire que dans l'espace, beaucoup d'arbres fruitiers, beaucoup d'arbustes, où les gens peuvent venir se servir, peuvent aussi venir mettre la main à la pâte pour passer un moment tous ensemble. Alors, autre problème important pour la vie d'une commune, c'est le maintien des commerces. On parle aujourd'hui de désertification commerciale. Oui. Un chiffre, notamment en Bretagne, 54 communes en Bretagne sans commerce, 116 communes n'ont plus qu'un seul commerce. Voilà, 70 000 Bretons seraient aujourd'hui exposés à cette désertification commerciale. Je vais vous montrer des images. On voit pulluler un peu partout dans des petits villages, là, ces vitrines un peu factices, cache-misère. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui à Languédia? C'est le cas. Ouais. Aujourd'hui, on a une vitrine factice comme ça, exactement, où on a, dans le cadre de notre projet de redynamisation du centre-bourg, une boulangerie qui devrait arriver cette année ou l'année prochaine. Donc ça, c'est intéressant. Et sinon, il nous reste un bar. Le bar des sports à Languédia, c'est le dernier commerce de proximité sur notre commune. Justement, l'opération « Réinventons les villes et les bourgs en Bretagne », en partenariat avec l'État, la Caisse des dépôts et la région. Oui. Vous avez été sélectionné, hein? Vous faites donc partie on est des 49 expérimentations. Voilà, on doit être une des plus petites communes de Bretagne à avoir été sélectionnée. Ça fait partie de cette volonté à Languédia de s'être retroussé les manches, d'avoir répondu à cet appel à projet, d'avoir été sélectionné sur un projet de redynamisation classique. 176 000 €. Hein. Voilà, pour faire nous. Quoi? Des logements, le commerce, la réaménagement de la place de l'église. Et aussi, parce qu'il fallait être un peu innovant dans tout ça, on fera un projet unique en Bretagne qui est un parcours de découverte des granites bretons. On va en parler. Languédia, c'est le granit. Et il y a 16 couleurs de granit en Bretagne. On retrouvera, à travers un parcours pédagogique, ces 16 couleurs à Languédia. On parle des moyens financiers. Il y a beaucoup de communes aussi qui font appel à l'argent de ses habitants. On parle beaucoup de crowdfunding. Je vois par exemple l'Ocronan, c'est payé, entre guillemets, une statue d'Anne de Bretagne, 22 000 € grâce à l'argent des habitants. C'est quelque chose que vous pourriez solliciter? Alors c'est quelque chose qu'on pourrait aussi solliciter, ça fait partie des capacités à imaginer. Mais il faut savoir qu'à Languédia, on est une commune pauvre, très pauvre, une des plus pauvres de Dinan agglomération. Et on a déjà mis un point d'honneur à ne pas augmenter les impôts depuis qu'on est arrivé. On essaiera de continuer dans cet objectif-là et plutôt d'aller à la pêche, c'est la politique qu'on a eue au jour d'aujourd'hui, autour des subventions d'État ou des appels à projets comme la région Bretagne. Nous, aujourd'hui, on est capable de boucler notre projet de redynamisation du centre-bourg avec cet appel à projets et les subventions un peu périphériques, le département, Dinan agglomération et l'Europe. Donc voilà, on va être capable de boucler ça d'ici 2020, je pense, sans aller chercher d'autres moyens de financement. Mais ces moyens de financement sont très intéressants à l'avenir. Alors, on va aborder une autre problématique que doivent également gérer nos villages et nos petites communes. C'est la gestion du foncier.
Problème important pour chaque maire hein, aujourd'hui. Alors pour les zones rurales, les enjeux ce sont maintenir un cadre de vie et aussi pérenniser l'activité agricole. Il y a aujourd'hui 2 nuages hein, qui se profilent à l'horizon. L'étalement urbain, le grignotage des surfaces agricoles et des terrains disponibles qui sont de plus en plus la cible de spéculateurs. Regardez. Christophe Sauvé est agriculteur à Béton. Il observe avec inquiétude l'urbanisation empiétée sur son outil de travail. Rennes Métropole grignote pas mal pour faire des zones autour de Rennes. On voit les zones comme Cap-Malo, à la Mézières et tout ça, ça prend beaucoup d'emprise sur les terres agricoles. Et malheureusement, on voit aussi qu'il y a des terrains qui restent un peu à l'abandon. Parce qu'en fait, c'est des zones qui sont plus ou moins bien faites et il y a quand même des terres qui sont perdues et c'est ça qui est un peu malheureux. Les bonnes terres disponibles pour l'exploitation agricole diminuent et c'est un phénomène qui empire à nouveau depuis 2015 selon la SAFER. À la Chambre d'agriculture de Rennes, on surveille de près ce gaspillage. On continue notamment sur les zones d'activité économique à consommer quand même beaucoup d'espaces agricoles pour faire des zones d'activité qui finalement sont assez peu denses. Chaque commerce a son parking, donc voilà, il faut réinventer nos façons de faire de l'urbanisme et de faire de l'aménagement dans le but de consommer moins d'espace. Depuis 2016, le député Paul Molac lutte contre un nouveau fléau, celui de l'accaparement des terres par des investisseurs éloignés du monde agricole. Des spéculateurs qui font monter le prix des terres, jusque-là régulé par la SAFER. La profession, mais également les politiques, ont peur que des fonds spéculatifs viennent acheter de la terre. Ensuite, on ne sait pas ce qu'elles y feront et on ne sait pas par qui elles seront travaillées. Et vous voyez bien qu'il y a plusieurs choses. Il y a la vitalité du monde agricole, la vitalité de l'agriculture, mais il y a aussi la sécurité alimentaire. Le foncier est très prisé, donc forcément, ça incite un peu à augmenter. Mais nous, on est justement le garde-fou, la SAFER, elle est là pour un peu empêcher les hausses trop fortes. Si on n'y fait pas trop attention, le foncier pourrait même, c'est plus 3 ou 4% qu'il augmenterait, pourrait augmenter de 10% si la SAFER ne serait pas là, un peu comme gendarme. Aujourd'hui, les SAFER n'ont finalement les moyens de contrer efficacement ni l'inflation des prix, ni la spéculation. À Guipry-Messac, ce sont les élus eux-mêmes qui cherchent à contourner l'arbitrage de la SAFER. Ils veulent imposer la création d'un parc de loisirs sur ces bonnes terres, en bordure de la Vilaine. 80 hectares, propriété de la société Butagaz, mais exploitée par 9 agriculteurs. Aujourd'hui, leur association de défense des terres agricoles compte 250 adhérents. Ils tentent de convaincre les élus que ce projet entre en contradiction avec les objectifs de sobriété foncière fixés par les documents d'urbanisme. Là, par exemple, à Crevin, plus proche de nous, là, il y a un ancien entrepôt qui est réhabilité. C'est bien, ça, il recycle. Là, c'est développement durable. C'est nous ce qu'on veut, on veut des voisins paysans, on veut pas un parc d'attraction, on veut des voisins paysans et qui créent de l'activité sur notre territoire. Aujourd'hui, la collectivité en effet qui s'était engagée à s'en remettre à la SAFER pour l'arbitrage entre les différents acquéreurs possibles retire cet arbitrage à la SAFER et elle envisage aujourd'hui de passer par une déclaration d'intérêt général. Car pour les élus, l'intérêt général est économique. Le parc pourrait créer 150 emplois. Il faut voir pour le monde économique, je crois, un tremplin. Il n'y a pas que le parc, il y a également tout le territoire qui pourrait en bénéficier, aussi bien l'hôtellerie, la restauration, que même le monde agricole. Tout le monde a y gagné économiquement parlant. Chantage à l'emploi. Moi, voilà, c'est comme ça que j'appelle. C'est qu'on se sert de ce mot-clé où on crée de l'emploi, mais il y en a déjà qui existent. Il y en a déjà qui sont en cours de création. Et il y a d'autres projets possibles, beaucoup plus responsables au niveau environnemental et au niveau social, parce qu'ici, on a du lien social. Cohésion syndicale aussi, car pour une fois, tous les syndicats agricoles sont unanimes contre ce projet. Et une nouvelle invitée nous a rejoint. Il s'agit de Lisiane Jarnot, animatrice au sein de l'association Terre de Liens. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques instants, vous allez nous expliquer le travail de votre association. Peut-être pour commencer, un rapide état des lieux de ce qu'on appelle l'artificialisation des terres. On a quelques chiffres. Là, en 10 ans, la Bretagne aurait perdu un tiers de ses fermes. 3800 hectares perdus chaque année dans la région pour les terres agricoles, c'est ça? Oui, alors un tiers, effectivement, c'est plutôt une perte de paysans. C'est-à-dire que la population paysanne de personnes agriculteurs a diminué d'un tiers
faire ces 10 dernières années. Le phénomène d'artificialisation, c'est effectivement ce qui a pu être vu, les commerces, les bâtiments, les logements qui vont imperméabiliser les sols. En Bretagne, c'est donc effectivement l'île de Sein, toutes les semaines, qui est perdue en termes de surface agricole. À l'échelle de la France, c'est 200 fermes qu'on perd chaque semaine, par exemple. Donc, c'est 200 activités économiques aussi qui sont perdues. Alors, vous, votre projet, c'est aussi d'aider à l'installation de jeunes exploitants, de jeunes agriculteurs. Il y a un problème, c'est que les terrains agricoles se concentrent. C'est-à-dire que, voilà, difficile aujourd'hui de pouvoir s'installer. Alors, difficile de s'installer, jeune ou moins jeune d'ailleurs, on peut s'installer à différents âges. Mais ce que l'on constate, et ce que constate le mouvement tardalien, et c'est de là qu'il est né, c'est une perte des terres agricoles, donc on l'a vu, et aussi une augmentation du prix du foncier. Donc on a pris plus de 50% ces 15 dernières années, ce qui devient du coup très complexe pour une personne qui souhaite s'installer. Déjà, il faut repérer, trouver le foncier, et ensuite être en capacité d'acheter ce foncier-là. Alors concrètement, la terre agricole aujourd'hui, c'est un bon placement? Bonne épargne. On a un chiffre là, ouais, vous avez parlé de... Voilà, l'hectare moyen en Bretagne, c'est entre 5 000 et 6 000 euros l'hectare. Alors on se méfie des moyennes, puisque c'est très très variable en fonction de la localisation, du prix de la qualité des terres, la proximité de grandes villes, de centres d'urbanisation. Mais effectivement, la moyenne régionale est à 5 700 à peu près. Du coup, voilà, c'est... Plus 25% en 5 ans, c'est... On comprend pourquoi les spéculateurs s'intéressent à la terre agricole aussi. Oui, après, nous, alors, au niveau de l'association, c'est vrai qu'on invite aussi les citoyens, c'est un petit peu le rôle de l'association, de se dire que la terre, on a vu tout à l'heure que les villages sont le patrimoine de la France. Pour nous, la terre, c'est l'ADN des personnes, des Français. C'est ce qui nous construit. On a tous une histoire par rapport à ça. Donc, on peut aussi tous se mettre autour de la table, citoyens, paysans, élus. Et du coup, c'est vrai que cette épargne, on ne va pas dire qu'il y a un placement financier lucratif. Après, ce sont des valeurs qui ne peuvent pas perdre de valeur, effectivement, puisque la terre ne bouge pas. Justement, vous dites aux citoyens, investissez dans les terres agricoles. Là, vous utilisez une sorte de crowdfunding aussi, ce qu'on appelle le crowdfunding. Alors, on ne va pas être sur le crowdfunding, qui est plutôt un système de dons. Là, on est vraiment sur de l'épargne. C'est-à-dire que les gens qui apportent leur épargne peuvent, à un moment donné, le retirer. Alors, bien sûr, on est sur des placements où l'idée, ce n'est pas de retirer son argent tous les ans ou tous les 2 ans. On va être sur du moyen long terme, mais on peut récupérer son épargne. Donc, ce qui permet quand même à tout un chacun de récupérer lorsqu'on a un coup dur dans la vie. Alors, 41 fermes, je crois, rachetées. 45 aujourd'hui, ça va vite. Et puis encore d'autres qui viennent d'être validées encore récemment. On est à plus de 85 paysans qui ont été installés. Et puis, ce que l'on peut voir, c'est aussi que l'agriculture, c'est une activité économique à part entière. Du coup, on a 85 paysans qui ont été installés, mais qui génèrent aussi, qui alimentent les épiceries qu'on a vues tout à l'heure, qui vont alimenter les écoles maternelles, les boulangeries, etc. Donc, on a vraiment aussi un élan d'économie qui se met en place. Alors, convaincre les citoyens pour investir dans la terre, d'accord, mais il faut aussi convaincre les agriculteurs ou les propriétaires fonciers qui voient peut-être un intérêt à vendre beaucoup plus cher et à tomber dans les bras d'un spéculateur ou d'un promoteur immobilier. C'est une rente aujourd'hui aussi. Pour un agriculteur, c'est une garantie de retraite aussi. Vendre plus cher sa terre. C'est là où il y a un rôle de tous les acteurs. Donc j'entends les communes, le comité de communes, via les documents d'urbanisme, de faire un appel aussi et des messages clairs aux propriétaires pour montrer quelles sont les terres qui seront constructibles ou non constructibles. L'association a un rôle pédagogique auprès des propriétaires fonciers, des agriculteurs. Et puis il y a des organes, comme on a pu voir dans le reportage, comme la SAFER, la Chambre d'agriculture, qui ont un rôle aussi de médiation et de travail sur le terrain auprès de ces acteurs-là. Jérémy Dauphin, vous avez un pouvoir, vous, c'est de gérer le foncier aussi autour de votre commune. La tentation du lotissement est grande, non? Il vaut mieux avoir un lotissement aujourd'hui plutôt qu'une ferme, non? De mon point de vue, non. Non. La ferme est importante pour nourrir l'école, pour nourrir la population. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, un lotissement, c'est presque devenu le passage obligé pour pouvoir grandir, pour pouvoir attirer des nouveaux habitants, pour pouvoir vivre, tout simplement. Pour pouvoir vivre, se développer. Il faut faire attention dans la course au développement. Rester, j'aime bien utiliser le mot à taille humaine. Et on a la chance, dans nos petits villages, d'être dans des échelles où on se connaît, où il y a du lien, où il y a cette taille. Bon, après, nous, ça va être très facile parce qu'on a un PLUI qui va être donc un plan local d'urbanisme sur Dinan Agglomération qui va être très contraint. On va voir les différents outils qui sont à votre disposition. Il y a les SCOT aussi. SCOT, PLUI. Il va être contraint et il va nous empêcher de nous développer dans les années qui viennent. On ne pourra plus construire du neuf autour du bourg. Il n'y aura que le bourg. Et au niveau du bourg, on aura peut-être un projet de lotissement dans les 10 ans, mais c'est le grand maximum. Donc si on veut venir vivre à Languédia, il faut se dépêcher. Il n'y aura pas beaucoup de place. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt réhabiliter les logements vacants. On voit là, il y a 141 000 logements vacants en Bretagne. Je pense que c'est un vrai enjeu à l'échelle de la Bretagne. Avant de construire du neuf, regardons les logements vacants. Il y en a partout et il y en a beaucoup.
Lisiane Jarno, vous intervenez aussi justement auprès des élus, auprès des collectivités. Vous avez publié là justement un petit guide, Agir sur le foncier agricole. Je vois le guide que vous nous avez apporté. Essentiel pour les collectivités locales. Ouais. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est un guide au niveau de l'association. Je viens de l'association Bretagne. On intervient avec un mouvement national et toutes les régions de France ont une association Terre de Liens. Donc c'est un guide qui a été publié au plan national pour montrer aussi que les élus finalement ils ont des armes aujourd'hui. Ils ont des armes et c'est surtout les seuls. C'est pas nous associations qui avons la connaissance. Ce sont les élus qui ont la connaissance du territoire, qui ont les clés pour agir. Et c'est ce que veut montrer ce guide. Ce sont les élus locaux qui ont la connaissance des terrains, des acteurs et qui ont les clés pour agir demain en faveur de fermes à taille humaine qui sont valorisantes et dynamisantes pour leur commune. On parle de préservation des terres. Juste pour terminer, l'idée de Nicolas Hulot d'instaurer une taxe sur le bétonnage, donc imposer à des constructeurs immobiliers, à des promoteurs immobiliers, une redevance justement pour redistribuer après pour la préservation de la biodiversité, c'est une bonne idée, Lisiane Jarno? Vous êtes pour, je suppose? Il va y avoir tout un travail, je pense, législatif qui va être à travailler, à surveiller. Effectivement, on annonce aussi le travail sur la loi foncier 2018-2022, sur lequel on va avoir un regard. Donc je pense qu'il y a un travail, effectivement, pour inciter à avoir une économie. On parle de logements. Effectivement, en Bretagne, on a des logements individuels à 70%, alors qu'en France, on est à 50% de logements individuels. Donc effectivement, il faut revoir ces postures-là. Après, on attend de voir le travail qui sera mis en place sur la loi foncière. À suivre. Merci beaucoup Lisiane Jarno. Et pour tous ceux qui souhaiteraient vous contacter, je vous renvoie à votre site internet qui s'affiche là. Vous allez voir en bas de l'écran, www.terredeliens.org. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On vient d'évoquer la défense d'un territoire. Pour les petites communes, l'enjeu est souvent aussi de préserver son identité. Alors aujourd'hui, le législateur parle beaucoup de regroupement, de fusion, avec un objectif rationalisé, mutualisé. Et il y a aussi au bout une carotte financière. Alors certaines communes ont franchi le pas, quelquefois très rapidement, prenant même parfois de court leur administré. Résultat, un beau mariage sur le papier, quelquefois un cas de divorce dans la réalité. Dans la région de Saint-Brieuc, justement, vous allez voir, 2 expériences vont sans aucun doute servir d'exemple. Des alliances, des promesses d'amour et de toujours. Il est des unions qui font rêver, d'autres qui ne font pas l'unanimité. Il en est des couples comme des municipalités. Depuis les lois de 2010 et 2015 qui encourageaient financièrement les rapprochements, plus de 500 communes nouvelles ont vu le jour. Des mariages de raison, fréquemment contestés. C'est le cas dans les Côtes-d'Armor, à Binic et Table-sur-Mer. Depuis le 18 février 2016, ces 2 communes de 3000 et 3800 habitants ne sont plus qu'une. Tous les services ont fusionné, comme celui des espaces verts. Du moment que c'est propre et puis que ce soit joli en passant, c'est le principal. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire. Et puis les draps Sénat vont monter, donc il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il faut. C'est une des nouvelles équipes Oui, alors Dominique est de Binic et puis Marie qui était d'Étable. Donc ils travaillent ensemble depuis 1 an et demi. La ville est plus étendue, mais c'est le même travail. Christian Urvois a lui aussi conservé le même travail, ou presque. Il était maire de Binic, le voilà à la tête de la commune nouvelle. Voilà, Nathalie qui était sur Étable auparavant. Et donc son bureau communique avec le responsable finance de Binic qui était déjà là sur Binic. Donc vous voyez que tout le monde travaille ensemble. Voilà. Des services plus spécialisés désormais et donc mieux armés pour compter au sein de l'agglomération de Saint-Brieuc. Au départ, la réflexion, elle est venue au moment où il y a eu toute la mise en œuvre de la loi NOTRe. J'avais bien compris que nous allions vers des intercommunalités très grosses, c'est-à-dire 150 000, peut-être 200 000 habitants. Et j'ai considéré à ce moment-là que la seule solution pour exister dans une aussi grosse agglomération, c'était d'avoir une commune qui pèse. Peser pour mieux exister. L'argument n'a pourtant pas convaincu. Dès l'annonce du mariage imminent des 2 communes, une partie des habitants des Tables-sur-Mer s'est mobilisée pour dénoncer l'absence de concertation. Le problème, ce n'est pas de se dire pour ou contre la fusion. Dans le collectif, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est pas le problème. On demande un référendum pour qu'on puisse s'exprimer. S'exprimer en espérant être entendu. Après les manifestations, c'est devant la justice que l'association SOS Mariage Forcé poursuit son combat. Un véritable feuilleton judiciaire avec une première victoire en juin dernier et l'annonce du divorce à venir.
Le ministère de l'Intérieur fait appel. En vain, le divorce est confirmé. L'épisode aurait pu s'arrêter là, mais rebondissement, un nouvel arrêté préfectoral conforte la commune nouvelle. Avant d'être attaqué à son tour, saison 3, c'est reparti pour un tour. Ce jour-là à Rennes, les juges examinent le fond de l'affaire. Je vais parler de ce qu'aurait dû être une régularisation. Je vais parler de la jurisprudence des textes de loi. Enfin, je vais faire beaucoup de droit au début. Au cœur du débat, un vice de procédure. La commune nouvelle dit l'avoir régularisé, les opposants le contestent. Mais à l'issue de l'audience, les maires semblent rassurés. On va attendre le 22 février, mais quand même, là, les propos du rapporteur public vont plutôt dans notre sens. Hein. Si effectivement le tribunal nous donne raison le 22 février, pour nous, c'est terminé en tout cas. Pas terminé pour tout le monde. Dans l'autre camp, l'audience plutôt défavorable n'a pas entamé la détermination des troupes. On ne peut pas savoir, après, tout n'est vraiment pas perdu. Mais vous comptez pas baisser les bras? Non, pas du tout. Ah bah non, on baisse pas les bras, bien sûr. on continue. Du côté de Saint-Brieuc et Plérin, ce n'est encore que le temps des fiançailles. Mais le sujet anime déjà les conversations, notamment au Légué, le port frontière entre les deux villes. C'est nul. Nul. Faut surtout pas qu'on fasse ça. Ça va nous rapporter quoi en fiscalité sur Plérin? Ça va augmenter la fiscalité sur Plérin, alors qu'on est très bien comme ça sur Plérin. Il y a sûrement des intérêts en jeu, c'est pas, évident. Tu dis plus Plérin que Saint-Brieuc, tu dis. Ah ben, non, mais Plérin n'est pas intéressé beaucoup moins que Saint-Brieuc. Saint-Brieuc est bien plus intéressé par la fusion ouais, mais tu sais que Plérin par habitant est plus endetté que Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est trop. J'ai pas eu beaucoup de gens vraiment pour cette fusion. Ouais. Les deux véritables promoteurs de cette fusion, les voilà, Bruno Joncourt et Ronan Kerdraon. C'est en mars 2017 que ces maires, lors de conseils municipaux simultanés, affichent leur volonté de s'unir dès janvier 2019. Dans le contrat de mariage, une commune de 60 000 habitants, la 4e de Bretagne. Mais avant de publier les bans, les futurs époux lancent un audit. 10 mois plus tard, une pétition a déjà réuni plus de 3500 signatures et c'est assez bruyamment que les opposants à cette alliance manifestent leur mécontentement avant la présentation à huis clos des résultats de ce fameux audit. Est-ce qu'il y a un réel projet pour créer quelque chose entre Saint-Brieuc et Plérin? Est-ce que vous avez vu, vous, un projet? Non. Pour un référendum? Oui! Pour nous, c'est un déni de démocratie de ne pas nous demander notre avis. Je ne vois pas l'intérêt des deux populations. Il y a une agglo assez compétente. Les services sont déjà justement en partie à l'agglo. Donc la fusion n'apporte rien ni à Saint-Brieuc ni à Plérin. Est-ce la réticence des Plérinais ou le résultat de l'audit? Toujours est-il que ce soir-là, le maire de Plérin opère un léger rétropédalage. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir et d'avoir la connaissance de toutes les données pour être en capacité de se prononcer le jour J. Et du coup, moi j'ai tendance à penser que pour la population, le jour où il faudra se prononcer, ça sera le jour des municipales. Au même moment s'achève la présentation de l'audit à Saint-Brieuc. Et ce soudain changement de calendrier semble étonner. Moi je pense qu'on peut y aller dès maintenant. Voilà, je pense qu'on aurait tort d'attendre. Parce que je ne suis pas sûre qu'après, on pourra le faire. Après, les équipes municipales vont se remettre en place et ça va encore prendre du temps. Prendre du temps ou même tout simplement compromettre le projet matrimonial. Les Pyrénées, pour moi, ils ne trancheront sûrement pas pour une fusion. Enfin, ou alors, il y aurait d'autres éléments que je ne connais pas aujourd'hui. Pourtant, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis conseiller à Plérin. C'est la deuxième fois qu'un peu plus de 40 ans d'échéance, on réfléchit à cette question. Alors moi, je ne souhaite pas qu'on en prenne pour 40 nouvelles années. 4 nouvelles décennies d'attente avant de se passer la bague au doigt? Peut-être pas, mais manifestement, les fiancés ne semblent plus si pressés de convoler. Pour espérer une lune de miel sur les rives du Légué, il faudra parvenir à convaincre de l'intérêt de ce mariage de raison. Et nous a rejoint Frédéric Ville. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste des collectivités locales. Vous avez beaucoup travaillé sur la fusion des communes. Vous avez d'ailleurs publié un livre, Communes nouvelles, atouts et dangers. C'est le titre publié chez Salientes Éditions. Merci d'être avec nous. Parlons justement de ce qui pousse aujourd'hui 3 communes à fusionner. Il y a d'abord un vrai intérêt financier. Il y a une carotte au bout, non ? Oui, il y a une incitation financière de l'État qui est de 5% de bonification des dotations
Donc forcément, les communes... Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. D'autant plus que même en franchissant certains seuils de population, puisqu'on va augmenter en créant une commune nouvelle, on a d'autres... la dotation de solidarité rurale qui peut augmenter. Donc quelquefois, c'est beaucoup plus de 5%. Bon, ça permet entre guillemets, de renflouer les caisses, ça permet aussi de porter de nouveaux projets, de nouvelles infrastructures, de financer de nouveaux services aussi. Alors. Oui, alors, sauf que ceux qui ne portent pas de projet de commune nouvelle peuvent aussi dire que c'est au détriment d'eux, puisque, si vous voulez, ces incitations financières se font à enveloppe fermée constante de la part de l'État. Donc forcément, ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres quelque part. C'est dire quelque part que la commune nouvelle, c'est mieux de faire une commune nouvelle que de ne pas en faire. D'accord, donc c'est une incitation, une vraie incitation. Voilà, moi, à l'aune du travail que j'ai fait, je ne peux pas dire que c'est forcément mieux d'en faire une que de ne pas en faire une. Ce n'est pas la commune nouvelle en soi qui est bonne, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Il y a des bonnes communes nouvelles, puis il y en a malheureusement de mauvaises. Alors la bonne commune nouvelle, celle qui rationalise et qui mutualise aussi, qui fait qui a un vrai travail d'efficacité en termes Alors d'efficacité, évidemment, hein, c'est la raison première, c'est pour ça que l'État aussi a poussé. 36 000 communes en France, donc l'idée c'est de rationaliser, de pouvoir faire des économies par mutualisation des moyens, des économies d'échelle, éventuellement même au niveau du personnel, au fur et à mesure des départs, si on a réorganisé un peu les services, gagné en efficacité, on peut éventuellement perdre un petit peu de personnel, faire des économies là-dessus. C'est aussi sur les achats, évidemment, hein, quand on se regroupe, pour des achats en informatique, du mobilier, tout ce que peuvent acheter les collectivités, forcément, on va gagner. Il y a un effet volume. Jérémy Dauphin, est-ce que vous avez des envies de fusion avec d'autres communes qui sont proches ? Vous avez peut-être fait effrayer une partie de la population de Languédia. Effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que souvent, c'est des projets politiques et pas forcément des projets de population. On ne demande pas toujours l'avis à la population. Il faut le faire, absolument. On est engagé, nous, dans une démocratie participative à Languédia et on essaye tous les ans d'avoir cette réunion publique et d'aborder ces sujets-là. Je ne suis pas partisan aujourd'hui d'un rapprochement avec des communes riveraines. On a, je le disais tout à l'heure, nos communes sont notre patrimoine. On essaye de travailler, nous, à Languédia, en se disant, quand l'habitant il rentre dans la commune, il rentre un petit peu dans sa maison. Et ça, il faut qu'on montre que cette richesse-là, il faut la préserver. Je ne dis pas qu'il y a des fusions qui ne sont pas intelligentes. Il y a des fusions, Dinan, Léon a fusionné chez nous, c'était intelligent. Maintenant, moi, je portais la fusion des communautés de communes pour avoir une belle et grosse communauté d'agglo. C'est ce qu'on a fait avec Dinan Agglomération, pour des gros projets de développement touristique et économique. Et la commune pour la proximité avec les gens. Alors justement, Frédéric Ville, fusionner aussi pour peser aussi dans des schémas plus larges comme l'intercommunalité ou l'agglomération. Voilà, c'est important ça aussi. C'est l'exemple, on a vu avec Binic et Étable, effectivement. Mais peser, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis un peu circonspect parce que peser, c'est derrière, le langage des élus, il faut voir, c'est aussi essayer de capter des financements aux dépens des autres, auprès des départements, de la région, voire de l'État. On sera plus fort. Oui, mais les autres. Alors, 11 communes nouvelles seulement en 2017, j'ai envie de dire, en Bretagne. C'est peu par rapport à d'autres régions dans l'Ouest. Effectivement, c'est peu. Comment il y en a 26 même depuis 2011. Il y en a eu 5 en Morbihan, 4 en Finistère, 11 en Côte-d'Armor. Et puis 6 en Ille-et-Vilaine. Pourquoi moins que dans le Maine-et-Loire, par exemple, ou en Loire-Atlantique ? Alors, je pense que ça peut s'expliquer d'une part par la taille des communes. En Bretagne, on est à 21,5 km² par commune, alors que la moyenne française est à moins de 15 km². Donc, on considère que sa commune est déjà assez étendue. Elle est déjà assez importante. En population, la taille moyenne, elle est de plus de 2500 habitants par commune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des petites, on le voit avec Languédia ou d'autres, mais les communes en fait, de moins de 1000 habitants en Bretagne sont quand même assez rares. Donc je pense que c'est un peu lié. Puis on est un petit peu plus loin de Paris aussi, donc il y a un peu des résistances à des réformes qui viennent de l'extérieur et c'est pas forcément dénué de tout fondement. Vous l'avez dit, vous avez parlé de démocratie participative, Jérémy Dauphin. Ça, c'est important aussi. Voilà, c'est une étape qu'il ne faut pas louper, ça, la consultation avec la population, parce que là, on l'a vu pour Saint-Brieuc-Plérin, on a l'impression que ce sont deux élus qui ont fait ça un peu dans leur coin, entre guillemets, et que la population n'a pas été associée. Tout à fait. Alors ça, c'est capital dans le projet. Alors certains élus disent oui, mais la population, elle n'y comprend rien. Non, moi je suis pas d'accord. Si on prend le temps
de la pédagogie. Les gens sont tout à fait capables de comprendre. Moi, j'ai rencontré l'association SOS Mariage Forcé à Binic et Étable. C'est des gens tout à fait raisonnables, qui ont compris les choses et qui comprennent, pour certains, beaucoup mieux l'enjeu d'une commune nouvelle que des élus. Je dis ça en général dans la France. Mais donc, cette consultation, elle est très importante parce que sinon, on va au casse-pipe, on le voit malheureusement sur certains projets, les risques sont gros. Et puis pourquoi? Parce que la population, elle peut aussi dire ce qu'elle souhaite, elle peut aussi avoir des habitudes de travailler ensemble avec d'autres communes. Oui, c'est un vrai projet de territoire, des vraies habitudes de vie, on va dire. Il n'y a pas que les communes qui ont des choses en commun, des syndicats, de l'assainissement, de l'eau, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, enfin, il y a déjà des choses qui existent, mais il y a aussi peut-être les habitants qui ont des associations en commun. C'est comme ça qu'on va voir le territoire peut-être qui peut être le plus adapté à la commune nouvelle, le bon périmètre. On va voir le résultat d'un sondage Ipsos qui a interrogé notamment les Français sur l'adhésion à la notion de commune. Il est très fort, on va voir un peu plus une grande majorité de Français se revendiquent un attachement fort à leur commune. Ils sont très peu à être pour les fusions. Ce sont des dossiers, on va dire, hautement inflammables. On touche à l'identité, on est presque sur du ressort psychologique, non, Jérémy Dauphin? Complètement. Ouais. Complètement. On sait qu'il y a encore un attachement au clocher dans nos communes, peut-être encore plus en Bretagne, où voilà, on est encore chauvin, on est très chauvin de notre territoire, de notre région. Forcément, nos communes, surtout quand on y développe des projets intéressants, à un moment donné, on s'y affiche. Je le disais tout à l'heure, quand on rentre dans notre commune, on rentre un peu chez soi. Et ça, quand on arrive à avoir cette notion-là, je pense qu'il y a un attachement qui découle. Attachement à la proximité. Évidemment. On va regarder un autre. La France est championne d'Europe aujourd'hui du nombre de communes, vous l'avez dit, par rapport à des pays comme l'Allemagne ou l'Italie. Alors, commune nouvelle, on rajoute encore une strate dans le millefeuille administratif. C'est une maladie française, ça, non? Oui, parce qu'avec les intercommunalités, ce qu'on a fait aussi, on est en train, ces dernières années, de grossir les intercommunalités par fusion, alors qu'on aurait peut-être dû réfléchir avant à voir s'il pouvait y avoir des communes nouvelles. Il y a une sorte de télescopage en ce moment, et c'est un petit peu, excusez-moi l'expression, mais un peu le bazar territorial en ce moment. Même les élus s'y retrouvent pas. Alors, après le millefeuille administratif, le bazar territorial. C'est sur cette conclusion qu'on va vous remercier, Frédéric Ville. Je rappelle donc le titre de votre livre, Commune nouvelle, atouts et dangers, publié chez Salientes Éditions. Et je vous renvoie également à votre site web, très documenté, justement sur toute l'actualité des collectivités locales, www.frédéricvillejournaliste.fr. Merci beaucoup. Nous arrivons à la dernière séquence de notre émission. Vous restez avec nous, Jérémy Dauphin, notre traditionnel voyage dans le temps et dans nos archives. C'est notre séquence C'était il y a. Ce mois-ci, nous mettons notre curseur sur l'année 1990. Année difficile, vous allez le voir, pour la petite station balnéaire des Côtes-d'Armor, Trébeurdin. Regardez. La pluie et le vent n'avaient pas découragé les opposants au projet du port de plaisance de Trébeurdin. Une nouvelle fois, ils étaient venus dénoncer ce qu'ils appellent le massacre d'un site et ce que la majorité municipale considère comme un aménagement aux retombées économiques indispensables pour la ville. Hors de question donc pour le maire d'y renoncer. Philosophiquement, on ne peut pas se le permettre. Les élections municipales qui se sont déroulées il y a un peu plus d'1 an, on dit clairement qu'il fallait que ce port se réalise et que ces constructions se fassent. Il serait donc anormal de notre part de céder, et la profession de foi avait à son programme et en tête la construction et la réalisation du port et de la ZAC. Notre devoir d'élu est de faire en sorte qu'il se crée réellement. Ces arguments économiques n'ont pourtant pas convaincu les Trébeurdinais qui, depuis maintenant 7 ans que le projet a vu le jour, continuent de défendre leur port et leurs plages. Ils estiment surtout avoir été trompés. Les plans initiaux ne sont pas respectés et ne seront surtout pas respectés quand ces rochers que vous voyez devant vous seront recouverts. Nous pouvons en témoigner, nous, élus de la minorité. Nous sommes persuadés que combler ces rochers, ça ne créera pas un emploi de plus à Trébeurdin, puisque le propos est de créer des emplois, mais ne tuons pas le site. On en a fait assez. Voilà l'histoire de ce port, de projet de port à Trébeurdin qui existe aujourd'hui. C'est le cauchemar de chaque maire aujourd'hui, un grand projet d'envergure qui divise la population.
Oui, et on est bien placé pour en témoigner à Languédia, puisque la population a été fracturée pendant plusieurs décennies sur un projet de carrière industrielle. On parlait du foncier tout à l'heure. Ce projet-là, il était implanté sur 50 hectares à peu près, au milieu de la commune, et ça a divisé profondément la population. Si bien qu'il y a eu une association de créée à l'époque qui luttait contre ce projet-là et contre la vente des chemins communaux qui parcouraient ce projet. Nous demandions un référendum à cette époque-là. Le choix de la collectivité de l'époque avait été de soutenir ce projet industriel et de vendre les chemins. À l'issue de débats publics très houleux, on a obtenu ce référendum et 83% de la population a refusé la vente des chemins. Je voudrais qu'on regarde un dessin, le dessin de Loïc Schwartz de l'émission. Il parle de ce problème aujourd'hui, l'équation à laquelle sont confrontées aujourd'hui beaucoup de petites communes. Soit préserver son cadre de vie, ou alors essayer d'initier, de développer des projets de grande envergure. Bon, il y a l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, là, mais vous êtes un peu face à cette équation aujourd'hui. On était face à cette équation, mais l'idée, c'est de dire que d'un mouvement contestataire peut aussi naître des idées alternatives et des projets innovants. Et nous, à Languédia, dès le début, c'était de se dire non aux carrières industrielles, mais oui aux carrières artisanales, oui à la valorisation du granit noble de Languédia. Le granit de Languédia, c'est celui qui a fait le parvis du Louvre. Quand Macron a été élu, ils sont allés faire la fête sur le parvis du Louvre, c'était notre granit. Petite commune de 500 habitants. 800 salariés dans le granit il y a 30 ans, 40 ans. Et on voulait préserver ce côté noble du granit. Et on ne voulait pas de ce projet industriel qui remettait en cause la protection de l'environnement, la qualité du cadre de vie qu'on pouvait avoir à Languédia à cette époque-là. Donc c'est compliqué, effectivement, de raisonner sur des projets qui peuvent mettre à mal cette qualité de vie et puis poursuivre son développement. Ça peut parfois amener des tensions. Merci beaucoup, Jérémy Dauphin, d'avoir été le grand témoin d'enquête de région Bretagne ce mois-ci. Bon retour à Languédia. Et si vous passez tous là du côté de la région d'Dinan, faites un détour à Languédia. Exactement. Magnifique. Alors, cette émission est bien sûr à revoir sur notre site internet bretagne.france3.fr. Vous cliquez sur la rubrique émission, enquête de région, que vous retrouvez également sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, les programmes continuent sur France 3 Bretagne. Merci pour votre fidélité.